tout le monde. C'est bizarre ce qui se passe à Marseille, à l'université. Il y a des trucs très très bizarres qui sont dans un ordre de bizarrerie comparable à ce qui se passe chez Trump. On est très étonné, je le suis en tout cas, de voir des gens complètement nuls accéder à des postes de responsabilité. Et je m'étais fait à l'idée que c'était une anomalie. Peut-être qu'en fait c'est beaucoup plus courant que ça et qu'on a des nuls qui sont partout. Des nuls ou des méchants. Parce que il s'est passé des trucs, et je vais tout vous raconter. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Et donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des factions beuglantes qu'on va appeler de l'anti-science. Il y a des gens de différents milieux qui sont tous d'accord en train pour taper sur les chercheurs qui prennent la parole. Et pendant le Covid, cette faction très 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 vociférante a pris de l'ampleur, a pris du pouvoir, a pris de l'assurance. Et on a vu fleurir les promesses de procès Nuremberg 2.0. Regardez derrière moi, je vous montre ça. On tape Nuremberg 2.0 et on a plein de promesses. On retrouve des gens qu'on connaît comme M. Kennedy. J'ai évoqué Trump. On a des gens qui promettent la peine de mort. J'ai entendu, sur la place, derrière ma fenêtre, ici, des gens qui appelaient à la mort, à la peine de mort contre les médecins. On voulait punir des chercheurs qui avaient l'audace de respecter la méthode scientifique plus que de se fier à leur propre instinct ou à des révélations divines. Parce qu'on avait de ça en face. Des gens qui savaient mieux que tout le monde par instinct personnel. Donc on a cette obsession du procès pour punir une parole scientifique qui s'est installée dans le paysage. Et c'est pas quelque chose qui est marginal. Enfin, ça l'est en quelque sorte, mais c'est une marge qui prend de plus en plus de place. C'est un phénomène qu'on peut vouloir croire marginal. Je vous comprends, j'ai pas envie de penser autrement. Mais c'est un discours qui accompagne Trump et sa victoire, et qui est peut-être co-responsable de sa victoire. On a eu des promesses de drain the swamp, enfin de punir les gens, de l'état profond et ce genre de choses. Et donc, dans le contexte géopolitique général où nous nous sommes, il s'agit, cette frange, de gens qui sont actuellement dans une dynamique d'accès au pouvoir. Ils y croient. Il devient difficile de considérer que ce sont de doudingues qui n'obtiendront jamais ce qu'ils fantasment, malheureusement. On n'est pas à l'abri que ces gens, avec leur discours extrêmement invasif, envahissant, pernicieux et trompeur, accèdent au pouvoir. Petite parenthèse, Thierry Casasnovas a annoncé, je crois que c'était hier, la création d'un mouvement politique vivant, mouvement politique au service du vivant. J'ignore si c'est le site officiel, en tout cas le mouvement existe, et ce sont des gens qui ont décidé, qui ont compris quelque chose dans l'air du temps, qui font un pari qu'ils peuvent devenir une force politique. Ils veulent le pouvoir. Et ça n'est pas un hasard, c'est les choses se passent comme ça. Et donc ce Nuremberg 2, il est intéressant et un peu flippant, parce que derrière tout ça, il y a une ironie assez mordante, c'est que l'histoire de Nuremberg et des procès de Nuremberg est en effet très liée avec ce qui se passe actuellement autour de l'un des héros de cette frange conspidingo, à savoir Didier C'est nous les gentils Raoult. Remontons à 1947, durant les procès de Nuremberg. On a des médecins nazis qui ont été jugés pour des expérimentations dans des conditions épouvantables sur des sujets fondamentalement non consentants. Et le code de Nuremberg, issu de ces procès, a été la première tentative internationale de codifier les droits des personnes en recherche médicale. Ces documents visent à empêcher la répétition des abus en assurant une protection rigoureuse des droits des participants. Par la suite, l'Association médicale mondiale a adopté en 1964 la déclaration de Helsinki. On peut chercher ici, déclaration de Helsinki.
Et c'est un document qui pose les principes éthiques. On va aller sur Wikipédia, il y a différents sites, qui engagent tous les médecins dans le monde. C'est un texte fondateur en matière d'éthique médicale qui établit des principes essentiels pour protéger les participants à des recherches, avec notamment 3 grands axes. 1, le consentement éclairé. Les participants doivent être informés de manière claire et détaillée des objectifs, des risques et des bénéfices potentiels de la recherche. Il y a ensuite une priorité au bien-être. Les intérêts des participants priment sur ceux de la science et de la société. Voilà. La fin justifie les moyens? Non. Non. D'abord, on prend soin des gens, c'est le principe de la médecine. Et enfin, une revue éthique indépendante. Je répète, une revue éthique indépendante. Tout projet doit être examiné par un comité éthique compétent avant d'être lancé. Et donc ça a des conséquences sur le présent, aujourd'hui. Cette déclaration, elle a été révisée plusieurs fois et elle engage toutes les personnes qui font de la médecine et qui font de la recherche en médecine. Dans le contexte actuel, peut-être que vous le savez, des critiques ont émergé autour des pratiques de Didier Raoult et de son équipe à l'IHU Marseille-Méditerranée, notamment concernant des recherches non conformes à ces principes, avec une absence d'autorisation légale, et ça va être le cœur du sujet. Des études ont été menées sans validation préalable par des comités d'éthique, contrevenant donc aux directives françaises et internationales. Il y a un problème de consentement éclairé qui est parfois flou, qui est parfois inexistant. On a des témoignages qui évoquent un manque d'informations données aux patients inclus dans les protocoles de recherche. Et puis il y a une utilisation abusive de patients dits vulnérables. Certains protocoles ont ciblé des étudiants dont la liberté à ne pas consentir à la recherche de leur professeur semble extrêmement douteuse, et puis des SDF, non francophones pour la plupart, atteints de tuberculose, pour les soigner en dehors de protocoles déjà établis et efficaces, et avec des effets délétères graves pour certains d'entre eux, donc il y a eu des conséquences en plus sur les gens. Bon. Et l'ironie de cet appel tonitruant à Nuremberg 2.0, elle est là. Les mauvaises pratiques de Didier Raoult et consorts, parce que je vais citer son nom, mais il n'est pas le seul. S'il était tout seul à être frappadingue, éventuellement, et à vouloir absolument manquer d'éthique, qu'est-ce qu'il pourrait faire tout seul? Il y a des gens autour de lui qui diraient « non, Didier, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, et donc on ne va pas faire ces recherches comme tu le demandes. » Voilà, il suffirait de ça, d'un tout petit peu de courage. Non, il y a Raoult et il y a tout un système autour de gens qui étaient d'accord avec lui, et qui sont parfois d'ailleurs encore, et qui sont hors la loi. Donc je reviens. Les mauvaises pratiques de Didier Raoult et compagnie sont interdites et sont auscultées actuellement au regard des règlements et de la loi, précisément à cause de la prise de conscience réalisée lors des procès de Nuremberg. Le procès Nuremberg 2.0, s'il existe, si on veut le voir quelque part, c'est celui qui se joue dans le monde académique maintenant et qui aurait dû éclater au grand jour, sauf que Didier Raoult jouit de puissants réseaux d'influence politique, il a des amis, ils sont puissants et il est protégé. Voilà. Et donc les règles établies pour ne pas autoriser à nouveau les horreurs du temps des nazis, eh bien lui, il a le droit de les violer. Parce que c'est comme ça que ça marche à Marseille apparemment. Et moi je pense que vous ne pouvez pas vouloir être du côté des faibles, comme je vous y encourage, du côté des victimes, des patients qu'on maltraite, il y en a, et en même temps accepter le passe-droit que s'est accordé à un patron de la recherche pour faire absolument tout ce qu'il veut sur la base de ses intérêts propres et au mépris des droits que nous avons gagnés après l'horreur des années 40. En science, et tout particulièrement en sciences médicales, l'éthique n'est pas une option. Ce n'est pas un détail administratif. Ce n'est pas juste un problème de signature au bas d'une feuille. L'éthique, c'est la condition de la confiance dans l'indispensable rigueur que nous sommes en droit d'attendre des personnels recrutés pour produire de la connaissance. Science sans conscience, Nécurine de l'âme, Rabelais, etc. Ça n'est pas un détail. Ce n'est pas secondaire. Ce n'est pas juste de l'administratif
pour coincer ce grand chercheur. Un grand chercheur qui ne sait pas respecter les règles éthiques établies après Nuremberg n'est pas un grand chercheur. Venons-en à l'obstruction et à l'absence d'éthique manifeste à l'Université de Marseille. Alors, maintenant qu'on a posé tout ça, je vais vous lire des extraits d'un document qui a été gardé secret pendant plus de 2 ans, mais avant de vous le lire, il faut que je vous raconte comment on a obtenu ce document. Donc un peu d'histoire. En juin 2022, ça fait des mois qu'une polémique fait rage autour de plusieurs publications de l'équipe Raoult qui auraient été réalisées au mépris du respect des règles de l'éthique et de la loi. Les chercheurs critiqués auraient pu choisir de démontrer leur bonne foi en présentant les preuves de leur respect des règles en vigueur. Ils auraient pu, alternative, présenter des excuses pour des pratiques mauvaises passées, admettre des erreurs et s'engager à les réparer, ainsi qu'à se montrer exemplaires à l'avenir. Après tout, les chercheurs sont humains, ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent même faire des erreurs répétées sur le long terme, tout en étant capable de les reconnaître et de changer. Il faut être charitable. Et bien, c'est pas ce qu'on a vu. Ils ont choisi autre chose. Raoult et sa team ont choisi de nier en bloc, de minimiser les problèmes et d'insulter tout le monde en accusant ceux qui les critiquaient d'être nuls ou corrompus. Et donc, ils ont décidé que c'était la guerre. Et tout ça dans un contexte où l'un des acteurs dont je vais reparler, à savoir Fabrice Franck, est à l'origine de la révélation comme quoi les comités de protection à la personne, qui étaient censés être consultés avant la recherche, en fait, n'avaient pas été, et que des numéros d'autorisation fantoches étaient utilisés à répétition par Raoult et ses collègues. Et donc, on a 456 publications qui sont susceptibles d'être supprimées, ce qui en ferait le plus grand scandale scientifique de l'histoire. Oui, on en est à ce niveau-là, en fait. C'est ça, pour ça que je reparle, en fait. C'est pas juste une petite histoire annexe. On est sur un des plus grands scandales de la recherche en France et dans le monde. Sans compter qu'il y a des morts à la clé. Je suis déjà revenu là-dessus, sur les 17 000 morts au minimum causées pendant la première vague dans 6 pays par le protocole, etc. Bref, revenons-en à ce document. En juin 2022, donc ça fait des mois qu'il y a une polémique, l'Université de Marseille prend une décision qui me paraît logique et bonne. C'est très très bien. Je veux dire, il n'est pas question de dire que ces gens font absolument de la merde tout le temps. Ils peuvent aussi prendre de bonnes décisions. Ils ont mandaté un groupe d'experts internationaux indépendants, spécialistes de l'éthique, pour aider l'université à statuer et à prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées. Le rapport est rendu le 27 janvier 2023. Et ce rapport a disparu. On n'en a jamais entendu parler. Voilà, des gens ont travaillé dessus, ils ont rendu un texte de 18 pages et ça disparaît jusqu'à ce que Fabrice Franck, donc chercheur indépendant, que j'ai déjà reçu dans la tranche en biais, je vais vous remontrer, il était présent avec Loni Besançon lors d'un Ça coule de source sur la question d'éthique. Est-ce qu'on a de l'éthique à l'IHU de Marseille? Et déjà à l'époque, voilà, il avait souligné les problèmes que posait l'absence d'autorisation par des comités de protection des personnes des recherches réalisées. Il s'est rendu compte, en lisant les réponses des chercheurs de l'IHU Méditerranée lors de la rétractation de leurs articles, il a vu mentionner dans leur texte l'existence d'un rapport d'un comité d'éthique composé d'experts internationaux missionnés par l'université Aix-Marseille. Or, ce rapport, il ne le trouve nulle part. Donc il se dit, c'est intéressant ce rapport, j'aimerais bien le lire. Donc, ce qu'il fait, c'est que en date du 12 janvier 2024, il écrit à la présidence de l'université et au référent intégrité le mail suivant. Attends, je vais vous lire le mail qu'il a envoyé, parce que tout part de là. Bonjour, j'ai pris connaissance des rétractations rendues publiques dans les revues de l'ASM de publications issues de l'IHU Méditerranée Infection. La note correspondante mentionne l'avoir fait sur la base d'un rapport d'un comité d'éthique composé d'experts internationaux et missionné par l'université Aix-Marseille.
ainsi que cela est garanti par la CADA. Alors, la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, c'est ça la CADA. Ainsi que cela est garanti par la CADA, je vous demande donc officiellement la communication de ce rapport. J'aurai en outre quelques questions le concernant. Ce rapport semble conclure à l'illégalité d'études sur les SDF, les pèlerins de la Mecque et les étudiants de l'IHU. Le procureur de la République en a-t-il été saisi, ainsi que l'article 40 du Code de procédure pénale vous en fait obligation. Là, il souligne un truc, c'est que toute personne, tout fonctionnaire détenteur d'une autorité publique qui est témoin d'une infraction à la loi est en devoir de le signaler au procureur. Ce devoir, donc, Fabrice demande aux gens s'ils ont fait leur devoir. Aucune des questions n'aura de réponse, hein, mais il les pose et du coup je les repose avec lui. Peut-être que ça a été fait et qu'on n'est pas au courant. Et il est probable que ça n'a pas été fait. Et donc que les gens à l'université aient bafoué leur devoir. Bon. Question 2. La NSM a-t-elle été informée de ce rapport ? Question 3. L'ordre des médecins, fondé à agir contre les auteurs de ces faits, a-t-il été informé ? On ne sait pas. Je vous remercie par avance de la transparence dont vous ferez preuve et vous informe que dans le cas contraire, je saisirai la CADA qui garantit l'accès public à ces documents. Et là, sentiment distingué, etc. Pas de réponse de la part de la présidence et ou de la référent intégrité de l'université. Fabrice Franck se tourne donc vers la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Je cite l'Express, l'article de Victor Garcia. En France, tous les rapports d'enquête ou d'inspection réalisés par ou à la demande d'une autorité responsable du service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En vertu de l'article L311, c'est là que Victor Garcia le signale dans cet article, du Code des relations entre le public et l'administration. La CADA confirme à Fabrice Franck que le document doit être transmis, et donc il communique cet avis de la CADA en mai 2024 à la présidence et au référent intégrité de l'Université de Marseille. La coordinatrice du comité d'éthique en charge des questions éthiques et recherche lui répond en lui demandant au nom de quel organisme il intervient. C'est curieux comme question. Soit, admettons, il répond que c'est une initiative personnelle. Elle lui explique alors qu'il faudra attendre parce qu'on est quand même très occupé. Et puis après, c'est le silence. Rien. Silence. Or, le délai légal pour répondre à une demande de ce type, c'est 1 mois. Donc, Fabrice Franck, au bout de 2 semaines, rappelle le délai, et puis au bout d'1 mois, le 1er juillet, à l'échéance du délai, il renvoie un courrier qui rappelle qu'il demande un document qu'on est en devoir de lui fournir. Mais, en revanche, et c'est curieux, Fabrice Franck constate que sur Twitter, les gens de l'IHU s'agitent un petit peu et on voit apparaître un message, enfin des messages même, de Éric Chabrière qui se moque de lui et du fait qu'il serait chafouin parce qu'il avait reçu les documents. Donc Éric Chabrière, au cas où vous l'ignorez, c'est un collaborateur et un défenseur acharné de Didier Raoult, déjà poursuivi pour harcèlement plusieurs fois et qui est extrêmement vulgaire sur les réseaux, extrêmement menaçant, mais qui pleure un petit peu sa maman lorsqu'il est devant le tribunal et qu'il explique que voilà, son père est sourd, donc il parle fort. C'était le niveau de son argumentaire. Il n'a pas encore été condamné, Éric Chabrière, par la justice. Peut-être que ça va venir. Et donc, pendant que Fabrice Franck ne réussit pas à obtenir de réponse de l'université, il constate que les gens entre eux discutent, que Chabrière se moque de lui, et ça va plus loin que ça parce que il y a des propos choquants, en fait. Donc je cite encore l'article de Victor Garcia. Il a aussi publié plusieurs messages m'attaquant violemment en sous-entendant, par exemple, que j'habite au Maroc pour assouvir des pratiques condamnables. Et donc, regardons ce que Chabrière a écrit. Fabrice Franck ne parle jamais de ses hobbies au Maroc
il reçoit chez lui, à l'hôtel, dans des établissements privés. Jack Lang et Cohn-Bendit, bien connus pour être amoureux des douceurs marocaines, attendent les bonnes adresses de Fabrice Franck, le guide du routard. Voilà. Donc là, ce sont des insinuations de pratiques pédophiles, hein, au cas où vous ne sauriez pas. Et je prononce le mot à haute voix sur du YouTube parce que je n'ai rien à cirer. Il faut dire les mots. On parle de pédocriminalité. Ce type de propos par un professeur d'université qui se moque de quelqu'un qui est en train d'enquêter sur un rapport officiel commandé par l'université est toujours en poste. Et il continue. Je me demande si Bricophoto, certainement que c'est le petit nom qu'il a donné à Fabrice, a contacté Jack Lang ou Cohn-Bendit pour avoir de bons plans au Maroc, et il continue, ou ont bien été renseignés pour son amour du Maroc, comme Jack Lang et Cohn-Bendit. Bref, c'est poisseux, c'est dégueulasse, c'est insupportable. Et de quel droit devrait-on supporter un tel comportement ? Je me le demande. Fabrice Franck signale ses messages à l'université et à son comité d'éthique. Quelle est la réponse ? Aucune, rien. Silence radio. Mais sur LinkedIn, Audrey Calvo s'adresse directement à lui et affirme être victime de harcèlement. Audrey Calvo, c'est la référente intégrité de l'université. Et voilà ce qu'elle lui écrit par mail. Je suis bel et bien harcelé et menacé par des pseudo-chercheurs, pseudo-lanceurs d'alerte. Savez-vous qu'il y a un statut juridique pour les lanceurs d'alerte ? Non, on en reparlera à votre retour du Maroc. Et elle a sorti ça de 3 smileys, poum poum poum, depuis une adresse professionnelle. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, je suis rarement mort de rire avec 3 smileys lorsque j'énonce être harcelé et menacé. On n'est pas avec des gens sérieux. Et là, je vous raconte juste l'histoire pour arriver au rapport. Hein. Mais on avance. Donc, Fabrice Franck rapporte tout cela à Louis Schweitzer, vice-président de l'IHU Méditerranée. Et cette fois, une réponse arrive. On lui dit qu'il faut qu'il demande le rapport à la PRADA, c'est la personne responsable de l'accès aux documents administratifs. Et il reçoit enfin le document. Donc, petit bilan d'étape, pour qu'on soit bien d'accord entre nous. Peut-être que vous regardez cette vidéo en étant totalement en désaccord avec qui je suis, ma position, en étant totalement d'accord avec Raoult, et vous avez le droit. Et voilà. Mais j'aimerais faire appel à votre logique. Je crois qu'on ne peut pas à la fois conspuer les institutions officielles opaques, les décisions autarciques que le gouvernement parfois prend de manière antidémocratique. Et en même temps, accepter qu'une université, c'est-à-dire une structure dont le but est le partage de la connaissance, hein, c'est inscrit dedans, financée par les deniers publics, répondent par le mépris et la menace à un citoyen qui demande l'accès à un document rédigé par une équipe d'experts indépendants qui devrait être publié depuis 2 ans. Là, on est sur un niveau démentiel d'obstruction, à un niveau universitaire jamais vu. C'est pas des petits fonctionnaires dans leur bureau. On est au niveau du président, qui est en copie des mails, et de la responsable coordinatrice de l'éthique de la recherche sur toute l'université. Donc on est sur quelque chose qui est tout simplement impensable. Nous sommes en présence de personnes qui confisquent les pouvoirs de leur position administrative pour porter préjudice aux droits des citoyens. Et donc, indépendamment des camps auxquels vous voulez vous associer, moi, j'ai pas de problème à admettre si jamais, du côté des gens qui défendent des positions qui sont les miennes, si parmi eux, il y en a qui abusent de leur pouvoir, qui traitent par le mépris les citoyens et qui bafouent les règles et les droits des gens en face d'eux, je les dénonce. Et vous ? Avez-vous cette cohérence ? Si on est allergique aux abus de pouvoir,
et qu'on est un peu cohérent, on ne peut pas accepter de la manière dont l'équipe dirigeante de l'université d'Aix-Marseille viole les règles. Et ça, c'est déjà un scandale en soi, en fait. Et donc, je salue le travail de Victor Garcia, qui a rendu l'affaire publique dans l'Express. Il y a également d'autres journaux qui se sont fait l'écho, donc je vais les mentionner également. On a Le Figaro et Le Parisien qui ont repris ces affaires-là. Et j'aimerais que tous les journaux de France le fassent, parce que ce qui se passe est juste scandaleux, en fait. À tous ces journalistes, Parisien, Figaro et Express, l'Université de Marseille n'a pas souhaité répondre. Alors, il y a eu des communiqués officiels extrêmement laconiques. On ne communique pas, on estime qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on n'a pas commis de faute et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah moi, j'annonce que j'invite le président Éric Berton, Madame Audrey Calvo, qui est coordinatrice du comité d'éthique, s'il souhaite s'exprimer là-dessus, mon antenne leur est ouverte, on prend rendez-vous quand je suis disponible, et puis ils viennent répondre de tout ça, parce que moi je suis extrêmement choqué, et donc je me fais l'ambassadeur des gens choqués, et peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est eux qui avaient raison de se comporter comme ça, mais j'ai un doute. Et en attendant qu'ils viennent s'exprimer, je vais continuer à avoir l'avis qui est le mien. Maintenant, on va passer au rapport. Parce que grâce à Fabrice Franck, le rapport, maintenant, on y a accès. Il l'a publié, il l'a partagé sur son compte X, Twitter. Donc, on va avoir accès à ce rapport. Alors, on va lire des morceaux. Alors, c'est un rapport qui est rédigé en anglais. Je l'ai traduit, mais je mettrai le rapport en VO à l'image. Sur ce rapport, on ne trouvera pas le nom des auteurs, les membres de la commission qui a été rassemblée. Le document a été anonymé par la Prada, la personne responsable de l'accès aux documents administratifs. Et cette anonymisation, j'ignore pour quelle raison elle a été faite, je constate qu'elle est faite dans un contexte où des chercheurs sont régulièrement harcelés par des fans de la raoultosphère, de la complosphère, pour dire les mots. Et donc, c'est une décision qui semble, et cela me fend le cœur, absolument légitime. Je préférerais, comme vous je crois, vivre dans un monde, dans un pays où un tel document serait signé par ses auteurs sans que ça pose de problème. Normalement, en science, les auteurs qui travaillent sur des questions scientifiques, ils signent les documents dont ils sont les auteurs. C'est la moindre des choses. Et là, apparemment, ça n'est pas possible parce que le climat est pourri à ce point-là. Alors, on va regarder ensemble ce rapport. C'est pas ça, pardon, ça c'est les textes dégueulasses de M. Chabrière. Le rapport, il est là. Ethical Assessments of 8 Papers Published by Elsevier and the American Society of Microbiology by researchers from the IHU, Mediterranean Section of the University of Aix-Marseille. Bon, donc rendu en janvier 2023, et c'est un rapport qui s'intéresse à 8 articles, donc on a papier 1 à papier 8. Ils énoncent les faits qui concernent ces papiers, et puis ils émettent un avis éthique dessus. On va s'intéresser à l'introduction, au rappel des principes de l'éthique et au travail de ce rapport. Si ça vous emmerde un petit peu cette lecture, je vous invite à avancer jusqu'à la conclusion, où je vais revenir sur la conclusion du papier et donner la mienne. Mais là, il faut qu'on lise un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous allez comprendre pourquoi tout ça, c'est très important, en fait. On va commencer avec le mandat. Donc, les auteurs expliquent ce qu'on leur demande. C'est quoi le travail qui est demandé? Ils ont un mandat de l'université pour examiner 8 articles. Et donc, ils expliquent ici que la portée du mandat est limitée aux questions liées à l'examen de ces articles par le comité d'éthique compétent et exclut les aspects explicitement techniques de ces études. Selon les articles, les questions à traiter ont été soulevées soit par les lecteurs directement auprès de l'éditeur, American Society for Microbiology, soit par les auteurs demandant à l'éditeur, Elsevier, de répondre aux accusations publiées sur PubPeer. En conséquence, cette évaluation se concentrera principalement sur 2 éléments du processus d'évaluation éthique. Premièrement, si les protocoles de recherche à l'origine des articles répertoriés ont été soumis au comité d'éthique de la recherche appropriée, conformément aux principes éthiques reconnus et à la loi française, et deuxièmement, si le processus d'évaluation éthique était conforme à ces exigences éthiques et légales.
Voilà. Donc ensuite, un principe universel d'éthique de la recherche. Selon le paragraphe 23 de la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale sur les principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, adopté en 1964 et révisé pour la dernière fois à Fortaleza, Brésil en 2013, le protocole de recherche doit être soumis pour examen, commentaires, conseils et approbation au comité d'éthique de la recherche concerné avant le début de l'étude. Ce comité doit fonctionner de manière transparente, être indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre influence indue et être dûment qualifié. Il doit prendre en considération les lois et règlements du ou des pays dans lesquels la recherche doit être effectuée, ainsi que les normes et standards internationaux applicables, mais ceux-ci ne doivent pas être autorisés à réduire ou à éliminer l'une quelconque des protections des sujets de recherche énoncés dans le présent document. Il rappelle la prépondérance de cette déclaration qui s'impose à tout le monde en fait. L'exigence d'un examen éthique par un comité d'éthique indépendant avant de mener une recherche impliquant des participants humains a déjà été introduite dans la révision de 1975 de la déclaration d'Helsinki lors de la 29e Assemblée générale de l'AMM à Tokyo. Elle est également explicitement requise par la ligne directrice 23 des lignes directrices internationales du CIOMS. Le CIOMS, c'est le Council for International Organizations of Medical Sciences, le Conseil des organisations internationales des sciences médicales. Donc de 2016, sur l'éthique de la recherche en santé impliquant les êtres humains. Il y a beaucoup de redites, parce que ce n'est pas des textes qui sont faits pour être poétiques ou littéraires. Voilà, c'est d'écriture technique, c'est répétitif, c'est chiant, mais j'ai presque fini. La déclaration d'Helsinki de l'AMM de 2013 précise que la recherche médicale impliquant des participants humains comprend la recherche sur du matériel et des données humaines identifiables. Les lignes directrices du CIOMS de 2016 ont une compréhension similaire de ce qui est couvert par cette notion. Comme indiqué dans le préambule, l'expression « recherche liée à la santé » désigne les activités conçues pour développer ou contribuer à des connaissances généralisables en matière de santé dans le domaine plus classique de la recherche avec les êtres humains, comme la recherche observationnelle, les essais cliniques, les biobanques et les études épidémiologiques. Sur Twitter X, Fabrice Franck ici reprend le contenu de ce rapport pour les 8 articles. Donc article 1, article 2, article 3, il traduit ce qui est dit, et je ne vais pas y revenir. Mon but, ce n'est pas de vous faire un compte-rendu exact du rapport, le lien sera dans la description, vous pourrez aller le lire. Le comité d'éthique a détecté des problèmes sérieux dans les 8 articles soumis, partout. Et on aura du mal à lui donner tort dans la mesure où depuis que le rapport a été remis, 7 des 8 articles ont été rétractés. Ce qui est une sanction, on peut dire sanction, sérieuse dans la recherche. Hein. Quand c'est rétracté, c'est qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire forcément que le contenu est faux, mais c'est qu'il y a un problème. Et alors 7 fois de suite, et l'IHU, on en est à plus de 20 articles rétractés autour de Didier Raoult. Bon, alors, quelles sont les conclusions de ce rapport? On peut aller à la fin, il y a une page de conclusion, et je vous traduis l'ensemble de cette page de conclusion. Ah, je me rends compte qu'on ne peut pas lire le bord, c'est dommage. Là, vous avez accès à tout, ça y est. En résumé, après une évaluation minutieuse de tous les documents qui nous ont été fournis et des informations supplémentaires disponibles publiquement en ligne, il apparaît que l'examen des articles soulève plusieurs préoccupations quant à leur conformité avec la déclaration d'Helsinki et avec la législation et la réglementation française. Dans la plupart des cas, les projets de recherche auraient dû être soumis au CPP, donc Comité de protection des personnes compétent, à savoir le CPP Sud-Méditerranée 1 jusqu'au 1er juillet 2014. Dans un cas, article 5,
cela n'était pas nécessaire, mais il n'y a aucune preuve que les auteurs ont respecté l'exigence du comité d'éthique interne d'informer les participants, et ils ont fourni une déclaration trompeuse à l'éditeur. Sur les 7 protocoles identifiés comme relevant de la loi Jardé, il est possible de soutenir le contraire pour 2 d'entre eux, à savoir qu'ils n'ont pas respecté les obligations. Pourtant, les auteurs ont admis avoir cité la mauvaise décision et n'ont pas présenté de preuves claires que leur projet avait été examiné conformément à la déclaration d'Helsinki et à la législation et à la réglementation française. Le fait que, dans la plupart des cas, les auteurs aient éprouvé des difficultés à produire les décisions compétentes de la CER, Commission d'éthique de la recherche, relatives à leurs articles, ou même à citer la décision correcte, soulève la question des procédures d'assurance qualité suivies en termes de gestion des données et des dossiers. Parenthèse, en clair, il les accuse de bosser comme des gros sagouins, au minimum. La documentation de toutes les activités de recherche est un élément essentiel pour renforcer la confiance dans la science, car elle permet à d'autres de reproduire les mêmes actions et de vérifier que la recherche est menée conformément à l'état de l'art. L'obtention de l'avis favorable du CER compétent avant de commencer une étude est une exigence fondamentale en matière d'éthique de la recherche. Attention, je souligne. Les difficultés rencontrées pour prouver que les règles éthiques ont été respectées soulèvent d'importantes questions et inquiétudes quant aux procédures mises en place pour garantir des pratiques éthiques. Comme indiqué ci-dessus, il existe des préoccupations évidentes concernant la gouvernance en place à l'IHU Méditerranée Infection et à Aix-Marseille Université concernant les mécanismes d'évaluation éthique et la manière dont les chercheurs sont formés, instruits et supervisés lorsqu'ils soumettent leurs projets au comité d'éthique de la recherche approprié en fonction de la nature de leurs études. Bien que nous n'ayons pas été directement mandatés pour traiter cette question, vous voyez là, ils nous disent « ça, on ne l'a pas demandé, mais on va en parler quand même ». Elle ne peut être ignorée car elle a un impact direct sur l'évaluation des questions éthiques liées aux 8 articles examinés. Il est indubitablement nécessaire d'établir une gouvernance éthique claire pour l'institution de recherche et, s'il y a plusieurs CER dans une institution, de distinguer clairement leurs responsabilités et leurs mandats. Donc, il n'y a pas de gouvernance éthique claire à Marseille. Le rapport souligne qu'au-delà du cas de l'IHU Méditerranée et de l'équipe Raoult, dont on a bien vu qu'il y avait des problèmes, c'est l'université de Marseille tout entière qui est à la dérive sur le plan de l'éthique de sa recherche. Alors, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les chercheurs. Je salue les amis et les collègues et les chercheurs qui travaillent à Marseille et qui font certainement preuve de beaucoup d'éthique, mais qui devraient, peut-être qu'ils l'ont fait, être extrêmement préoccupés par ce qui se passe et par ce que ça veut dire. Et qui devraient, c'est leur devoir, élire des représentants et des dirigeants de l'université qui ont le souci de l'éthique. Je les salue bien bas et je leur dis bon courage. Je pense que ce qu'on voit dans le rapport qui est derrière moi, c'est pas ce qu'on avait envie de lire à Marseille, et donc ce rapport a été enterré. Et que lorsque, des mois plus tard, un chercheur indépendant, un peu casse-couille, Fabrice Franck, c'est quelqu'un qui est un petit peu chiant parce qu'il gratouille, il détecte des trucs et puis il en parle à la presse, et après ça fait des scandales et les chercheurs de Marseille passent pour des cons. Donc voilà, quand ce monsieur-là est arrivé, on a voulu lui cacher le document, on a voulu l'empêcher d'avoir accès. Et évidemment, quand moi j'apprends que quelqu'un que je respecte, dont j'ai bien vu que son éthique et son souci et son travail acharné permettent de mettre à jour des pratiques inacceptables dans la recherche, quand je constate que ce monsieur-là, on le traite de cette manière-là, eh ben, j'ai envie de vous en parler. Si c'était comporté mieux à Marseille, j'aurais été moins
remonter pour tourner à 1h20 du matin cette vidéo. Donc, je vous rappelle, pour conclure, que ce rapport obfusqué arrive après d'autres rapports. On a eu le rapport de l'ANSM, calamiteux, on a eu le rapport de l'IGAS, qui dénonce de graves manquements, qui rappelle que des prescriptions qui ne respectent pas le code de la santé publique sont de nature à relever d'une qualification pénale, donc tout ça est extrêmement grave, qui ont montré des pratiques hors des règles, un management de la terreur avec une logique de soumission des employés, bref, des rapports qui, les uns après les autres, et après les enquêtes de Mediapart, ont montré qu'on avait affaire à une sorte de mafia scientifique organisée autour de la négation des règles et des lois. On constate qu'on a une zone une zone hors la loi, on a un Far West médical en fait. Tout ce que ce rapport et les précédents nous montrent, c'est que on a le contexte idéal pour des erreurs pouvant avoir des conséquences gravissimes. Et c'est ce qu'on a eu. Parce qu'on a eu le Covid. On a eu l'aventure folle de la chloroquine, qui a été un scandale retentissant. Et ça ne peut pas être uniquement la faute d'un type, de ce Didier Raoult dont je vous parle souvent, parce qu'il ne suffisait pas d'avoir un chercheur mégalo, amoureux d'une hypothèse erronée. Pour qu'on ait le scandale qu'on a eu, il fallait qu'il y ait tout un système qui établit un pouvoir local qui est en mesure d'éclipser les lois de la République et les règles de la déclaration de Helsinki. Il fallait un mépris des règles tel qu'on avait décidé justement de ne plus jamais en voir après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait, pour qu'on ait ce scandale et pour qu'on ait des rapports à ce point accablants, qu'on ait quelque chose qui, si jamais un Nuremberg 2 existait, ce serait ça. Vous avez demandé un Nuremberg 2, vous l'avez, il est sous vos yeux. Donc tout ça est extrêmement grave. Et quand on est intéressé à défendre la science comme étant la méthode qui permet de séparer le vrai du faux et d'éclairer nos doutes et d'éviter de croire n'importe quoi lorsqu'on est amoureux du doute, de la méthode et de l'hygiène mentale et du désir de ne pas croire n'importe quoi, alors ce scandale qui entache la science à Marseille et qui entache la science française et mondiale, on est obligé d'y revenir. Et donc, je suis désolé si cette vidéo sur Raoult et Marseille vous paraît être de l'acharnement. Bien sûr que non. C'est-à-dire que moi, je ne fais de vidéos sur cette question que lorsqu'il y a du nouveau. Et c'est pas ma faute s'il y a autant de nouveau, c'est pas ma faute si on a un rapport qui a été caché pendant 2 ans par l'université pour ne pas que vous voyez à quel point des chercheurs indépendants ont fait la leçon à Marseille il y a 2 ans, sans que Marseille semble avoir envie d'en tirer les conséquences. Donc je salue bien bas les chercheurs à l'IHU et à Marseille qui ont devant eux un énorme chantier pour laver l'honneur et leur réputation de chercheurs. Parce que comment voulez-vous qu'on ait confiance dans la recherche qui est faite chez vous ? Comment voulez-vous que on ne soit pas extrêmement remonté contre vous et votre écosystème local quand on essaye, et c'est le travail que je fais, de contredire des discours complètement dingues et dangereux anti-science, anti-médecine, en défendant la confiance qu'on peut avoir dans la littérature scientifique. Et vous êtes là et vous nous faites ça. Vous trahissez tous ceux pourquoi beaucoup de chercheurs dans le monde travaillent et que nous, on essaie de mettre à l'honneur et dont on a besoin pour éviter que des gens se mettent à croire n'importe qui sur des questions aussi importantes que la santé. C'est grave et on est en colère. S'il vous plaît, les chercheurs de Marseille, montrez-nous que vous êtes en colère comme nous et que vous êtes indignés comme nous. Parce que moi, je suis, dans toute cette affaire,
très préoccupé par l'impression que j'ai de là où je suis, impression qui est certainement fausse, que à Marseille, il y a soit les complices de Didier Raoult, soit des lâches, et rien d'autre. Je suis persuadé qu'il y a des gens courageux qui ont ouvert leur bouche et qu'on n'a pas su entendre. J'aimerais pouvoir les entendre dans l'avenir. Bref, voilà, écoutez, partagez l'info si ça vous paraît important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dès qu'il y aura du neuf sur tout ça, on va y revenir. Et méfiez-vous des gens qui, pour tout argumentaire, n'ont juste à la bouche que à vous dire que c'est eux les gentils. Moi, je prétends pas que je suis gentil. Mais quand je dis quelque chose, je vous donne de bonnes raisons de croire que ce que je vous dis est vrai, parce que je fournis des sources méthodiques. Donc, ne m'aimez pas, c'est pas mon problème, mais vérifiez, avant de croire quelque chose, qu'il y a de bonnes raisons d'y croire, en dehors de l'affect, positif ou négatif, que vous inspirent les acteurs en présence. À bientôt. Des bisous.